Bonjour, merci à toutes et à tous d'être là cet après-midi pour cette table ronde crypto-art et NFT, une révolution pour le marché de l'art contemporain. Point d'interrogation, puisqu'il y a énormément d'interrogations, de mythes autour des NFT, de confusion autour des NFT. On va en parler ensemble avec Alicia Reynaud. Bonjour. Bonjour, vous êtes artiste, crypto-artiste, graphiste aussi, freelance Oui. surtout. Vous êtes connue dans le domaine du crypto-art sous le nom de Malavida, avec plein de A. Malheureusement. Et vous commercialisez vos créations principalement abstraites. Alors pour les décrire très vite, mais on en reparlera, ce sont des flux et des coulées liquides hyper colorés et très digital. C'est ce que j'ai trouvé de plus court pour expliquer donc ce que vous diffusez, notamment sur des plateformes comme Superware et Nifty Gateway. On va vous reparler de ça, vous inquiétez pas. Samuel Brassard-Arsenault, bonjour. Vous êtes également artiste et vous allez du côté de la réalité virtuelle et de l'hyper-réalité. Ça fait partie de vos territoires de création qui sont représentés par la galerie Éléphant. Mais vous êtes aussi commissaire d'exposition et vous programmez des expositions chez Armure. Pas que chez Armure, mais principalement, on peut vous voir régulièrement chez Armure, nous proposer des œuvres en chair et en os, de réalité virtuelle, des NFT. Donc, on reparlera aussi de cette multicasquette. Et enfin, Dominique Toutan, vous êtes directeur de la galerie Bloin Division ici à Montréal. Et récemment, Alex MacLeod, qui est chez vous, qui est un de vos artistes, a lui aussi touché aux NFT. Absolument. Voilà, donc on pourra en reparler. Moi, je suis Bénédicte Ramad, je suis critique d'art et commissaire d'exposition indépendante et je débute dans les NFT quand même depuis quelques mois, mais je n'ai pas le niveau de mes camarades de jeu aujourd'hui. Alors, je vais quand même commencer par un récapitulatif, le b.a.-ba. Qu'est-ce qu'un NFT? Alors, c'est pas forcément une œuvre d'art, c'est une façon de rendre unique des vidéos, des tweets, des gifs, des photographies, de délivrer un certificat d'authenticité et parfois d'unicité en se reposant sur l'activité de la chaîne de blocs qui, comme l'explique la développeuse Vatini Bashkaran, est formée par les ordinateurs d'une variété de propriétaires qui ont tous une copie de toutes les données et qui, si lorsqu'on fait un changement ou une transaction, tout le monde doit le vérifier, il faut que 50% de ces mineurs, comme on les appelle, l'approuvent pour qu'elles prennent effet. Tout ce que je viens de dire est très crypto-crypté, mais en résumant et en simplifiant, la chaîne de blocs permet vraiment de décentraliser les informations, de les partager entre une multiplicité de joueurs qui répondent ensuite à des énigmes pour déverrouiller en fait des codes qui permettent d'authentifier des œuvres qui sont sur le web. Donc cette technologie-là vous permet d'acheter quoi? Un token, c'est le fameux T de NFT, Non-Fungible Token, donc un jeton, qui vous en fait est une sorte de certificat d'authenticité qui contient un code source encrypté sur la blockchain. Donc c'est à la fois une manière de monétiser des choses virales qui sont passées à l'histoire, un dunk de Michael Jordan peut-être devenir un NFT, une photographie ou une vidéo de chat mignon aussi, mais surtout des œuvres d'art qui échappaient au système des galeries, au marché des galeries et qui, notamment par exemple pour les créations d'Alicia, n'avaient pas trouvé leur milieu naturel dans le milieu de la galerie et ont trouvé finalement un lieu d'épanouissement et surtout de commercialisation donc sur ces plateformes. Donc le NFT s'achète et se vend en monnaie virtuelle, non pas le Bitcoin mais l'Ethereum notamment, c'est pas la seule. Alors en ce moment ça cote 1650 $ canadiens, il y a 6 mois c'était moitié moins. Donc ce sont des cotations qui évoluent énormément. Mais il y a des nouvelles monnaies, on en reparlera avec Samuel, puisqu'effectivement, ça bouge aussi de ce côté-là. Alors, il y a eu de l'emballement avec la vente de l'œuvre de Beeple en avril au printemps dernier, qui a, avec The First 50,000 Days, a tapé les 69 millions de dollars US ce printemps. Donc, c'est vraiment l'œuvre qui a médiatisé le phénomène NFT, mais celui-ci existe depuis 2017. Mais effectivement, ce qui est nouveau ce printemps, c'est que c'est une grande salle de vente traditionnelle de tableaux qui a
commercialiser cette vente de Beeple. Donc, on est dans une valse de chiffres complètement incroyable. Le montant des transactions des NFT en 2019, c'était 63 millions US de dollars. En 2020, 250 millions. Et cette année, juste pour les 6 premiers mois, enfin jusqu'en septembre, c'est 3,5 milliards de dollars. Mais encore une fois, ce ne sont pas que des œuvres d'art, mais vraiment un ensemble de produits, de choses, y compris des créations qui sont comprises sous ce label NFT. Donc, nous n'avons pas que des milliardaires ici, sur ce plateau aujourd'hui. Et justement, Samuel, cette bulle, est-ce qu'elle est finalement pas un peu encombrante? Vous, par exemple, lorsque vous commissariez des NFT, on ne tape pas des prix en millions de dollars. Non, principalement sur la chaîne Tezos, c'est peut-être des pièces de 2, 5, 10, 20, 50, 300, 500 dollars des fois. Les NFT qu'on a vendus à la galerie Éléphant ou Armor, c'est plus 3 000, 10, 20 000. Puis là, notre dernier artiste qu'on monte ce mois-ci, c'est Giant Swan. Le dernier NFT qui est vendu, c'était 40 000. Donc, on s'attend probablement autour de ces montants-là. Mais est-ce que vous constatez, vous aussi, une escalade, une accélération des choses, où finalement, bon, il y a l'accélération médiatique et l'attention médiatique qu'on veut bien accorder, parce que les médias se focalisent là-dessus et ne se focalisent pas en fait sur le gros du marché, j'ai envie de dire, qui est peut-être beaucoup plus lent, beaucoup plus raisonnable. C'est ça, il y a justement, comme moi, personnellement, je suis surtout collectionneur sur la chaîne Tezos, qui est justement des 5, des 20, des 30 dollars. Donc, c'est pas les mêmes choses qui vont passer dans les médias à 1 demi-million, 3 millions, 6 millions, etc. Fait que c'est complètement différent comme vague. C'est plus comme un tip, un pourboire à un artiste, dire voici, j'apprécie ce que tu fais, plutôt que voici, achète-toi une maison. On va dire un encouragement plus qu'un tip. Ouais. Alicia, vous, comment vous justement vous regardez cet écran que constitue l'hyperfocalisation sur l'argent qui peut circuler sur les NFT? Je disais, tout le monde est totalement obsédé par les prix que ça peut atteindre en salle des ventes conventionnelles. J'insiste aussi là-dessus, c'est chez Christie's et Sotheby's. Donc, évidemment, sur des plateformes spécialisées, ça peut aussi atteindre des montants assez élevés, mais il y a quelque chose voilà, qui n'est pas la réalité concrète de chacun et chacune. Non, en effet, c'est tout à fait vrai. Je pense que c'est pour ça que on parle souvent des NFT en mettant toujours en avant le prix, en fait, donc la valeur monétaire. Ce qui, je pense, est intéressant d'une part parce que ça permet en fait de démocratiser le discours en fait sur la valeur de l'art en général, et notamment par exemple pour ma part et pour mes collègues l'art digital en fait qui est souvent ou qui était en tout cas souvent très désévalué, si je peux dire. Mais d'un autre côté, c'est aussi une façon en fait de créer tout un engouement de hype, comme on dit, qui fait que ça peut générer en fait des discours qui sont au désavantage des NFT, parce que tous les discours qui impliquent en fait une valeur monétaire, ça va toujours diviser les gens forcément, et donc quand on voit des sommes astronomiques comme celle-ci, on peut très vite en fait juger le phénomène sans s'informer et sans vraiment comprendre le but et l'intention derrière, qui n'est pas la même pour tous les gens qui sont impliqués dans le champ NFT, évidemment. Voilà. Donc je pense qu'il y a des bons et des mauvais côtés. Merci beaucoup Dominique Toutan. Vous, galeriste traditionnel, ça ne veut pas dire conservateur, mais galeriste dans l'écologie du milieu de l'art. Quel est un peu votre regard? Est-ce que vous ressentez de la pression de vos artistes ou de vos collectionneurs? Alors je dis vos comme si c'était juste une écurie avec des poulains, mais on comprend un peu ce que je veux dire. C'est quoi en ce moment effectivement la tension et l'attention sur en fait, ça? Une des choses qui a été mentionnée, c'est l'attention autour de l'argent. Et moi, j'appellerais l'écran de fumée
et c'est pas les NFT qui ont amené ça. Ça fait des années, et même, je dirais, depuis toujours, les médias sont intéressés à l'art quand on parle de gros chiffres. Donc, quand on parle des encans de Sotheby's, de Christie's, il y a une nouvelle. Si un Riopelle a fait un gros prix à l'encan à Eiffel, mais tout le monde en parle. Donc, déjà là, cette idée-là de parler d'argent avant de parler d'art est là depuis toujours. Et c'est malheureusement pour les artistes et même pour les galeristes, bien franchement, c'est un problème. Parce que dans le quotidien, on a envie de parler d'œuvres, on a envie de parler de beauté, on a envie de parler d'émotions, on a envie de parler des choses, puis on est des communicateurs, on est des médiateurs pour faire comprendre les œuvres. Donc ça, c'est la base, c'est la raison pour laquelle les gens embarquent dans l'art. Puis, sur une scène internationale de très haut niveau, et chez les gens relativement très fortunés, une des grandes choses, c'est qu'on utilise l'art depuis toujours comme étant un lieu d'investissement, une valeur refuge pour investir. Donc, cette chose-là est là depuis longtemps. Ça a toujours été présent. Donc, en soi, ce n'est pas nouveau. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une nouvelle forme de manière d'investir qui semble être accessible rapidement par tout le monde, au bout des doigts. En 10 minutes, on pourrait aller, par exemple, investir des choses à 5 $ ou 10 $. Fait qu'il y a tout d'un coup un engouement plus large qui touche des gens qui, normalement, n'auraient pas voulu jouer dans cette grande partie qui est le monde, soit dit en passant, qui serait théoriquement des gens riches qui joueraient avec des œuvres de grande valeur qu'on retrouve dans les musées et qui sont vendues à l'encan. Donc, il y a l'idée de démocratisation de l'art est vraie, mais je reviens à la base. Est-ce que c'est vraiment une démocratisation de l'art? Non. C'est une démocratisation de l'investissement dans quelque chose qu'on appellerait de l'art. Donc, à la base, cet écran de fumée-là est joué par les médias parce que ça a toujours fait partie de ce mythe-là que l'art a de la valeur. Donc, en soi, c'est pas nouveau. En même temps, on est dans un monde où tout est plus vite, tout est sur le web tout le temps, tout va rapidement. Donc, les NFT fonctionnent dans cette énergie-là et le fameux FOMO, le Fear of Missing Out, eh bien, est tellement fort qu'il va des deux côtés. Il va, du côté des collectionneurs qui vont nous arriver, vont dire « Toi, NFT, oui, qu'est-ce que t'en penses? » Tout ça. Donc, je fais que me faire poser la question. Fait que ça, essentiellement, c'est des questions. Fait que l'intérêt, c'est les questions. Mais l'intérêt vient de quoi? C'est pas parce qu'ils ont vu une œuvre intéressante, c'est parce qu'ils ont envie de les toucher. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste une question. Ouais, mais si je fais de l'argent, il faudrait que j'en aie. Donc, finalement, il n'y a pas d'intérêt artistique si on est dans un intérêt purement spéculatif d'argent monétaire et je ne veux pas être à l'extérieur de ça. D'un autre côté, il y a le désir de l'artiste, lui. Fait que là, au niveau des artistes, c'est pas la même chose pour tout le monde, mais il y a aussi le fear of missing out. Donc, bon, si moi, je fais des choses, puis je pourrais faire des revenus avec ça, ben, pourquoi pas? Je devrais essayer. Donc, ce même désir-là est présent chez les artistes. Et est présent chez mes artistes qui se posent la question, qui se disent, je devrais-tu faire un NFT? Est-ce que ça aurait du bon sens? Fait qu'il y a de ça. Donc, encore là, est-ce que c'est vraiment une motivation de création? Je ne la vois pas. Donc, très peu. Par contre, il y a des artistes, et c'est là que je pense que ça devient intéressant, qui ont depuis longtemps, et je pense que tu en fais partie, qui ont travaillé dans un mode numérique. Bon, et si je recule, tantôt tu as mentionné les porte-à-pack des années 70. Bon, on pourrait reculer, on pourrait parler de l'art de performance, on peut parler il y a eu la photo, ça a été réglé avec les éditions, ou la provenance, qui est un NFT, donc le token, ben, c'est ce qu'on appelle l'étiquette de la galerie, donc c'est le certificat d'authenticité. Donc ça a été réglé. Tout le monde de l'édition, avec les prints, puis tout ça, la signature de l'artiste, cette chose-là a été réglée depuis longtemps, donc on sait comment avoir une valeur. Donc, s'il y a des gens qui, par exemple, qui font une performance, tu as un certificat d'authenticité qui vient, que tu as le droit de refaire la performance un jour, il y a une valeur. Donc, tout ce débat-là, ça fait 25 ans, 30 ans. Et peut-être que le NFT permettra d'amener ces types d'art-là dans une zone plus monétisable. Fait que ça, il y a peut-être quelque chose là d'intéressant. Et c'est là que moi, j'aime le NFT pour son potentiel d'aider les artistes qui ont fait des œuvres qui étaient théoriquement non monétisables à en faire un revenu. Ça, je pense que c'est intéressant. À Montréal, il ne faut pas oublier que depuis la fin des années 90, il y a un très grand mouvement d'art interactif, d'art numérique. Ça a été en partie, il y a beaucoup d'art, il y a des centres d'artistes qui ont été créés. Éléphant est une des premières galeries commerciales qui a décidé de travailler avec ce type d'art-là. Donc, ils ont vendu des œuvres, mais eux, ils ont donné des certificats normaux, c'est-à-dire des prints, des éditions. Mais là, le NFT semble une logique de continuité dans ça. Puis, à Montréal, les plus grands vainqueurs de ça, il y a un monsieur qui s'appelle Raphaël Lozano-Emer, qui est un Montréalais,
qui fait des œuvres avec interactivité. Et lui est rendu chez Pace, qui est, bon, on va dire 1, 2 ou 3 des plus grosses galeries du monde. Donc, lui a réussi à monétiser, finalement, son art de création qui est technologique. Donc, lui a réussi à le faire. Donc, à travers les réseaux normaux de l'art et qu'il vend dans les musées, qu'il vend chez des collectionneurs privés, tout ça. Donc, il a réussi à passer à travers. Le NFT semble être une manière de peut-être le faire de façon plus rapide, tout ça. Et c'est cette rapidité-là qui, à mon avis, fait en sorte qu'en ce moment, on est là sur la scène. Et bien franchement, j'ai de la difficulté à être vraiment pour, vraiment contre. Mais une chose est sûre, on ne peut pas le laisser de côté parce que ce sera là pour toujours. On observe en tout cas avec attention le phénomène et effectivement de poser le contexte comme tu viens de le faire est effectivement absolument important. Justement, ça renvoie aussi à une sociologie des collectionneurs. Toi, tu les connais, les collectionneurs, parce que tu les rencontres. Comment on fait, Alicia et Samuel, puisque beaucoup de choses se passent sur plateforme, donc on ne les connaît pas forcément, on n'a pas de lien, on ne construit pas une relation. Je ne dis pas que tous les artistes construisent une relation avec leurs collectionneurs, mais parfois s'imposent des relations de confiance. Et on le voit, hein, cette giga-vente de Beeple avec Christie's ou Sotheby's, c'est 22 millions de spectateurs pour la vente d'enchères. Je veux dire, les ventes d'enchères classiques, là, il n'y a pas 22 millions de personnes en ligne dans le monde en même temps, quelle que soit l'heure. Donc, c'est un public extraordinaire qui tout d'un coup, se sent permis et autorisé d'aller dans des maisons très augustes qui sont là depuis des décennies et qui sont un peu impressionnantes. Moi, j'irais pas dans une salle de vente Sotheby's ou Christie's forcément tout de suite là maintenant. Mais du coup, comment on construit cette relation au collectionneur ou à la collectionneuse de NFT? Samuel, Alicia? Ben, en tant que collectionneur, moi, je contacte les artistes que je collectionne. Puis aussi, c'est souvent en tant qu'artiste. Ou quand je fais du commissariat, je parle aux artistes un peu en tant qu'artiste, puis on parle d'idées. Donc, j'adore, c'est ma partie préférée de l'activité. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'artistes que les collectionneurs ne vont pas nécessairement leur parler ou des fois, c'est comme « Ah, il n'y a jamais personne qui m'a contacté pour savoir quoi que ce soit ou en discuter. » Donc, je ne sais pas, j'ai pas encore fait tant de ventes activement. Je fais juste mettre mes pièces puis le monde les achète ou je les utilise comme un peu cadeau. Tu as probablement beaucoup plus d'expérience en termes de... Ben, en fait, tu as toute ta communauté. C'est complètement différent que de demander « Ah, je suis ici parce que tu fais des activités qui rayonnent. » Oui, dans un sens, c'est vrai que, évidemment, il y a, comme tu dis, il y a le rayonnement qui fait que ce qu'on fait, les valeurs qu'on essaie de projeter, en fait, dans une communauté ou dans une pratique vont forcément attirer des gens qui résonnent avec ces valeurs-là. Et moi, en tant qu'artiste et collectionneuse aussi, c'est totalement la vision que j'ai des choses. Quand, par exemple, je vais collectionner l'œuvre de quelqu'un, c'est souvent des gens, par exemple, que j'ai suivis sur les réseaux sociaux depuis des années. Donc, j'ai suivi leur travail, l'évolution de leur style, etc. Donc, je les vois arriver dans la communauté, dans le milieu. Donc, forcément, je vais être super heureuse de pouvoir, en fait, collectionner une de leurs œuvres parce que avant, je les soutenais, je veux dire, du mieux que je peux, mais il faut savoir que, voilà, acheter des prints, etc., ou des choses tangibles. Moi, j'habite dans un appartement qui fait 30 mètres carrés. Donc, au bout d'un moment, le stockage est limité. Donc, pour tout ça, pour revenir à la question du fait que les gens, par exemple, à qui je vends mes œuvres, c'est souvent des gens qui m'ont suivi par le biais d'une plateforme ou d'une autre. Par exemple, avant, ça pouvait être des gens qui me suivaient sur Behance. Behance, qui est une plateforme qui est souvent destinée aux designers la plupart du temps. Donc, moi, je mettais mes projets de design, en fait, avant là-dessus, puis j'ai commencé à mettre mes œuvres là-dessus aussi, dans certaines collections. Donc, il y a des gens qui m'ont connu là-dessus, il y a des gens qui m'ont connu sur Twitter, tout simplement, ou par d'autres collections que j'ai fait sur d'autres plateformes, etc. Et les relations qu'on a, moi, je m'estime quand même heureuse de pouvoir dire que les gens qui collectionnent mes œuvres sont des gens avec qui j'ai une affinité, qui ont une vision globale
que ce soit des NFT ou de l'art qui est similaire à la mienne, qui sont des gens qui sont sensibles en fait à ce que je fais et ce que j'essaie d'évoquer dans mes œuvres, qui est beaucoup centré autour de la santé mentale, des émotions, de l'empathie, etc. Et j'ai cette chance de pouvoir communiquer avec eux là-dessus et d'avoir des échanges avec eux qui sont très intéressants et en fait qui démystifient un peu justement la distance qu'on peut avoir en fait entre le collectionneur qui est un petit peu anonyme ou évasif et pratiquement intouchable, entre guillemets, qui finalement s'avère être quelqu'un comme vous et moi, et notamment comme moi, parce que je collectionne également. Donc, ça fait chuter un petit peu ces barrières-là. Mais évidemment, il y a des gens que je ne connais pas qui ont certaines de mes œuvres. Et je pense que c'est leur droit de vouloir rester anonyme, peut-être. Parce que je comprends qu'on n'ait pas forcément tous envie de s'exposer comme ça aux yeux de tout le monde, de dire voilà, c'est moi, je suis cette personne avec ce nom, ce prénom, et je dépense tant d'argent dans quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose que je comprends et que je respecte. Donc, quand il s'agit de pouvoir les remercier ou quelque chose comme ça, des fois, c'est plus difficile. Mais je le fais quand même toujours sur les réseaux sociaux parce que je pense que pour moi, c'est quelque chose qui, évidemment, va de soi parce que sans ça, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui et sans eux, évidemment. Donc voilà, il y a et je pense que les deux côtés de la médaille se valent, selon moi. Dominique, comment... là, d'une certaine manière, les artistes prennent en charge leur propre communication, TikTok, Instagram, Twitter et d'autres plateformes que je ne connais pas. Normalement, c'est vous qui faites ce travail-là avec la galerie, c'est-à-dire de faire circuler l'information auprès des collectionneurs, mais aussi auprès des critiques comme moi, pour construire un discours critique sur le travail. Là, il n'y a pas cette dimension-là. Est-ce que c'est quelque chose, vous, que vous envisagez, c'est-à-dire de passer aussi par ce type de communication, pour toucher, par exemple, une clientèle beaucoup plus jeune, qui est celle plus intuitive des NFT? En fait, c'est une très bonne question parce que jusqu'à un certain point, je ne suis pas sûr que c'est les mêmes collectionneurs. Voilà. Donc, si on part du départ, là, les collectionneurs qui sont intéressés ou qui ont été interpellés par... C'est beaucoup les gens qui avaient du crypto en banque. Donc, fait que ça commence beaucoup, la première vague ou d'une grande partie, c'est été circulé à l'intérieur d'un monde qui vit déjà dans ce qu'on pourrait appeler une forme de, c'est un grand mot, là, le metaverse, là, donc une espèce de monde parallèle où les choses sont virtuelles, où ils ont un argent virtuel, où ils vivent virtuellement. Ça a été un peu accentué avec la pandémie. Donc, jusqu'à un certain point, il y a toute une vague d'argent qui était de l'argent Bitcoin, de l'argent Ethereum, puis donc jusqu'à un certain point, ces gens-là étaient plus intéressés par le currency, qui étaient plus intéressés par le monde du virtuel, et jusqu'à un certain point, tiens, je peux faire quelque chose avec cet argent virtuel. Il y a un moment où je peux consommer des choses avec cet argent-là. C'est comme si, jusqu'à un certain point, tout d'un coup, on découvrait que la boîte de Monopoly qu'on a dans le sous-sol chez nous, on pouvait aller en bas et prendre l'argent et faire quelque chose avec. Bien, on découvrait. Fait que ça, c'est peut-être le début de la chose. Mais après ça, il est arrivé du vrai argent qui est arrivé, et là, ce n'est plus le cas. Fait qu'on est rendu ailleurs. Mais cette première vague de gens a créé des collectionneurs et des engouements envers d'un type d'art ou des choses qui ne viennent pas du tout du monde de l'art contemporain. Non, mais ces collectionneurs-là commencent à investir dans de l'art matériel, voilà. Parce qu'en ce moment, ils sont dans les salles des banques et ils font péter les scores de Mark Rothko, de Pablo Picasso. Donc, en fait, ils vont dans le vrai marché. En fait, ce genre de choses-là, moi, j'ai vécu une expérience. J'ai un artiste qui s'appelle Ollie Epp. Bon, c'est un artiste de Londres qui est un artiste qui fait un travail que je dirais à tendance pop art manga-esque, un peu à la japonisante. C'est un Anglais jeune. Puis, son travail fonctionne très bien sur Instagram. Donc, grande énergie. J'ai fait un show avec lui. C'est la première fois que, depuis quand même 20 ans que je vends des œuvres d'art, où bien franchement, les ventes ont passé à travers Instagram. Donc, j'ai eu des demandes par là, et c'est un type de clientèle qui n'était pas ma clientèle du tout.
Ce n'était pas mes clients habituels. J'ai fait le même type de réseautage habituel, c'est-à-dire on envoie un courriel de dire le show, on fait des posts sur Instagram, on envoie le communiqué de presse, on fait un travail, comme tu mentionnais, là, où on va placer historiquement son travail, expliquer c'est quoi le contextualiser, historiciser la chose. Donc, on a décidé de le faire. Puis, mais après tout, ça n'a eu aucune importance pour les gens qui avaient un intérêt d'acheter son travail. Ma clientèle, à moi, était là, n'a pas répondu, n'était pas intéressée, ne le savait pas, n'ont même pas réagi à tout mon... Parce que, bon, donner un petit exemple, habituellement, on envoie un courriel, les gens renvoient « Ah oui, c'est quoi les prix? C'est quoi, c'est intéressant, tout ça. » Bon, ma clientèle habituelle n'a pas réagi à ça du tout. En même temps, donc j'avais le show au mois de mars. Au mois de mai, j'étais encore dans le show. Il y a eu une des œuvres de cet artiste-là qui est passée à l'Encan. C'était à Tokyo ou Hong Kong, je pense. Bon, ça s'est vendu 175 000 US. Là, valait 25 000 dans la galerie US, qui en passant était déjà un prix quand même assez élevé, là, on s'entend. Donc, vous imaginez l'évolution du prix. Donc, déjà là, il y a un peu cette espèce d'écho-là qu'on retrouve dans le NFT, mais là, c'est à travers Instagram, où il y a un réseau de collectionneurs, de gens intéressés qui sont beaucoup plus nombreux qu'une clientèle normale qui vient en galerie, qui vient de voir des œuvres. C'est pas du tout la même chose, c'est pas la même échelle, et ça crée qu'évidemment, il y a toujours un nombre limité en œuvres d'art, ce qui fait en sorte que, OK, tout d'un coup, il y a 8 œuvres, il y a 10 œuvres, ce qui est 25 000, bon, on monte à 180 000 là-dessus. Fait que dans ce contexte-là, je suis pas surpris que ce type d'énergie-là existe dans les NFT, parce que c'est la même chose. Parce que comme l'information circule, il y a plus de gens qui sont au courant, donc plus de gens qui sentent qu'ils devraient, leur fameux fear of missing out, est toujours là. Il y a plus de collectionneurs qui sont là-dedans. Donc, cette même type d'énergie-là, je l'ai vécu, je l'ai vu. D'un autre côté, c'est que quand ça part pas, cette chose-là, bien, ça part pas. Fait, exemple, bon, j'ai Alex McLeod, qui est un de mes artistes, qui, lui, fait du travail donc 3D depuis toujours. Ça fait 10 ans, 15 ans, il est très connu. Il en fait beaucoup. On vend son travail en édition habituellement, qu'il soit en vidéo, soit en print. Bon, il a travaillé avec un projet d'une fondation à Toronto c'était une auto qui avait été refaite en morphing et tout. Bon, voilà. Ça a monté très haut, puis après ça a redescendu. Fait que ça fait? Pourquoi? Ben, on ne le saura jamais pourquoi. Mais ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y a eu du mouvement. Est-ce que le mouvement venait de 2-3 personnes, de 5 personnes, de 10 personnes qui sont mises ensemble, ou juste une même personne qui a eu 3 ordinateurs qui s'est travaillé ensemble pour le faire monter, puis après ça a tombé? On ne le saura jamais. Puis, toute cette énergie-là fait en sorte que ça crée de la déception aussi. Fait que autant ça peut créer de l'excitation, autant ça peut créer de la déception. Puis c'est toute l'idée de ça, parce que Alex, je lui parle des NFT depuis justement Monsieur Beeple Crap. Je trouve que tu devrais toujours mettre crap quand tu parle de Monsieur Beeple. Je trouve que ça serait important que toujours insister qu'il lui-même veut utiliser le mot crap dans ces choses. Mais toujours est-il que donc il y a toute cette idée-là en fait, je pense qu'il y a une peur pour une partie des artistes qui viennent du milieu de l'art contemporain, qui ont déjà un marché, qui sont déjà là. Ils ont sincèrement peur que tout d'un coup, de rater la chance et que s'ils y vont, ça ne fonctionne pas ou ça devient égal et qu'il se trouve que leur travail, qui pourtant est dans les musées, dans les institutions, ils ont des tonnes de livres, sont reconnus, ils ont toute une démarche, ça fait 20 ans de travail ou 60 ans ou peu importe, ou même qu'ils soient jeunes mais qui viennent d'un milieu, il y a des curators qui essaient de contextualiser, d'expliquer leur travail. Puis là, tout d'un coup, eux, ça serait considéré comme non valable. Donc, il y a cette forme de peur d'embarquer dans une zone où finalement je ne serais pas reconnu parce que la valeur dans ce milieu-là est l'argent. Parce qu'à la fin, c'est « ouais, mais ça ne sera pas très cher. » là. C'est ça, on s'entend. Et c'est là qu'on tombe dans une mythologie autour des artistes, at large. Et là, vous êtes à l'intérieur de la foire papier. Il y a des galeries, vous allez voir, qui mettent les prix. Il y a des galeries qui ne mettent pas les prix. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt de ça? C'est que ça dépend quel type de marché on veut. Si on met les prix, bien, les gens vont regarder, puis je vous garantis que vous le vouliez ou non, dans votre tête, vous avez déjà fait un jugement à savoir si l'œuvre est plus importante ou moins que l'autre. Ah, lui, ça doit être un jeune. Ah, lui, il ne doit pas être connu. Ou ah, ben ça, ses prix n'ont jamais monté. Toute cette question-là, on revient encore au fameux mythe de l'investissement, au fameux mythe de l'argent, bien, nuit finalement. Donc, beaucoup d'autres galeries mettront pas les prix, mais là, à ce moment-là, on tombe dans l'autre chose qui est
Ah, mais là, ils cachent les choses, ils ne disent pas les choses. Pourquoi on ne saura pas si c'est vendu, si ce n'est pas vendu? C'est quoi vraiment la valeur? Tout ça. Il y a toute cette idée-là, et que là, on cache du grand public l'information de c'est quoi la valeur des œuvres. Puis, il y a des raisons pour ça, c'est souvent pour protéger les artistes. Donc, et que finalement, les raisons, si on embarque dans la chose parce qu'on a vraiment envie de collectionner, on a envie de vivre avec des œuvres, puis on veut placer. Fait que c'est un peu... C'est pour ça, la relation avec le collectionneur est une relation que les collectionneurs sont dans cette même zone-là. Je pense que, et d'un point de vue canadien, c'est problématique parce que c'est toute une question de réseau. Je sais que, en fait, vous êtes 100 fois mieux placé que moi pour le dire, là. Mais théoriquement, en étant dans un monde NFT, notre place sur le monde, c'est un réseau qui est mondial, fait que ça ne devrait pas avoir d'influence. Donc, il y a peut-être quelque chose qui fait partie du désir des artistes de vouloir être dans ça, de dire, bien, au moins, j'aurai une plateforme générale de diffusion. Il y a quelque chose d'excitant dans ça, que des fois, on peut se sentir captif d'un marché local ou national. Oui, très bon point, Dominique, je partage tout à fait. Tu abordais ce point, Alicia, d'avoir un tout petit appartement et de ne pas pouvoir collectionner des œuvres matérielles parce que manque de murs libres. C'est vrai que c'est très souvent, parmi les jeunes collectionneurs, d'œuvres virtuelles, une donnée qui est importante, ou alors on voyage beaucoup et on a envie d'avoir son art avec soi. Se questionne beaucoup la question de l'exhibition de ces œuvres-là. C'est vrai que ça a toujours été aussi un sport pour les collectionneurs, d'ouvrir leur maison, de montrer leurs œuvres, de pouvoir les prêter pour des expositions. Là, on n'est pas encore dans cette écologie-là. Je vois qu'il commence à se commercialiser des petits boîtiers pour pouvoir montrer ces NFT quand même chez soi sur le mur. Ce rapport à la matérialité, Samuel, toi qui justement, tu commissaries des œuvres à la fois matérielles, qui ont leur réalité dans une autre matérialité, comment tu vois ça? Bien, il y a plusieurs manières de voir la chose. C'est sûr que j'y pensais dans les derniers jours, puis je peux voir un peu comme les NFT, un peu comme une plaque publique disant, tu sais, tu vas voir la Mona Lisa, puis là, tu vois Banque de Montréal en dessous ou quoi que ce soit. Fait que alors, pour la Mona Lisa, c'est une chaîne japonaise et une banque allemande. Ou tu vois, tu viens en fait imbriquer dans le catalogue de l'artiste. C'est sûr, il y a beaucoup de monde qui travaille avec les télévisions ou qui vont faire des pièces pour un modèle de télévision en particulier. C'est très écranique, c'est téléphone, tablette, télé, ordi, c'est ça? Oui, il y a des NFT qui sont programmables ou qui vont être même des jeux vidéo. Personnellement, je me considère un peu comme un architecte du métaverse. Donc, j'ai une très grande spécialité à créer des espaces virtuels, digitaux, justement dans le monde de l'art, pour les galeries, pour ma propre galerie virtuelle. Donc, j'encourage les galeries à créer leurs propres espaces, pas des boîtes blanches, s'il vous plaît. Pas des temples grecs non plus, mais les espaces du futur qui partent de l'Internet. Donc, personnellement, j'adore ça parce que ça va justement dans ces conversations-là du métaverse où, tu sais, je veux m'acheter du terrain pour faire une galerie, pour ensuite montrer les choses, puis un peu mélanger la division entre l'art puis l'architecture ou l'espace. Donc, personnellement, je vais dans ces espaces vraiment spéculatifs-là, mais la plupart du monde vont juste prendre des télés. Puis c'est sûr aussi, comme il y a des NFT en 3D, donc plus ça va être facile de digérer le 3D avec des lunettes de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, plus ça va être facile à digérer l'art 3D ou virtuel, plus la valeur va monter. Mais en ce moment, c'est un peu difficile. On est à l'avant-garde, on pourrait dire. Mais avec la facilité de consommation, on va en vouloir plus et on va les chercher dans le passé, dans les antiquités digitales. Alicia, tu veux ajouter quelque chose? Non, mais moi, je pense que, étant quelqu'un qui est très attaché à la transversalité entre tangible et numérique, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important, qui fait aussi partie de ma pratique en tant qu'artiste. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de voir que le tangible s'adapte aussi à ça et que l'un s'adapte à l'autre. Et je sais que, par exemple, moi, je commence à
à collecter des œuvres qui sont physiques aussi, maintenant, des œuvres tangibles. C'est quelque chose que je ne pouvais pas faire avant, par exemple. Donc ça me procure beaucoup de bonheur d'avoir ces deux univers-là qui se rencontrent, en fait, et qui, finalement, je pense qu'il y a une cohabitation qui peut se créer et qui est assez saine. Que moi, j'ai pas forcément exploité dans ma pratique parce que, par exemple, quand je travaille, les bases de mes œuvres sont tangibles, mais j'en fais pas forcément quelque chose. Et c'est vrai que maintenant, plus on avance dans cette appréciation en fait de la duplicité en fait de ces univers-là, le plus ça me pousse en fait à voir cette transversalité des médiums en fait comme quelque chose d'essentiel. Et je pense que évidemment toutes les entreprises qui créent des cadres, des télévisions exprès pour les NFT, des choses qui aussi par exemple des cadres qui permettent de juste connecter son portefeuille de NFT sans avoir rien à faire, juste à connecter son wallet et tout est affiché directement. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont en développement, je pense, pour exposer ces œuvres-là, que ce soit dans un cadre privé ou dans un cadre public, en fait. Parce que, évidemment, on voit aussi qu'il y a une grande émergence des galeries de crypto art, de NFT aussi, dans le monde physique, donc pas dans le metaverse uniquement, et qui font aussi les deux, comme Samuel. Toi, par exemple, tu dis que voilà, tu fais des galeries qui sont virtuelles, et je pense qu'il y a cet intérêt aussi des galeries d'avoir ces deux espaces, donc un espace virtuel qui est à leur nom, mais aussi un espace physique. Et par exemple, c'est ce que nous, on fait pour Zero X Society ici à Montréal. On a notamment notre galerie physique donc, qui est au New City Gas, et on a également notre galerie virtuelle pour pouvoir diffuser les œuvres en fait, au plus de monde possible, parce qu'il y a la barrière évidemment du déplacement qui se fait connaître ces dernières années. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais voilà, en tout cas, je pense que le plus de support, le mieux, parce que ça, évidemment, ça va améliorer la circulation des œuvres et la connaissance de ce domaine-là. Donc, que ce soit chez nous ou dans les galeries, l'important, c'est de trouver un support qui convient à l'artiste et au collectionneur, j'imagine. Dominique? Oui, en fait, une des choses que je mentionne. Ah, je crois que la batterie a lâché. Oui, on ne t'entend plus. Alors, petit changement technique. Ça s'en vient, ça s'en vient. On est trop bavard, on a vidé les batteries. En fait, une des choses que je mentionnerais, c'est que l'idée d'avoir une plateforme qui soit un écran pour présenter des œuvres, depuis quand même une dizaine d'années, les écrans plats, plasma, ont un peu joué ce rôle-là dans l'art. Donc, l'art vidéo, l'art 3D n'étaient pas des NFT, mais existaient dans cette forme-là depuis quand même un certain temps. Mm. Et si vous demanderez à toutes les galeristes, vous verrez que la clientèle possible pour embarquer dans ce type d'art-là est sérieusement très mince. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. On n'a pas beaucoup de collectionneurs qui ont envie d'aller. En général, c'est des collectionneurs presque institutionnels qui se disent on devrait avoir un écran dédié pour mettre notre collection d'art vidéo. Ou certains collectionneurs vraiment plus, passionnés vont vers ça. Donc, déjà là, c'est un marché excessivement faible. Donc, si je fais cette traduction-là, on dit OK, il y a peu de gens qui, depuis 10 ans, ont quand même à la maison des écrans plasma, 2 ou 3 dans la maison, parce que c'est pas très cher, c'est facile à placer, tu en as une dans le salon, salle de séjour, tu peux en avoir une dans la chambre, il y a des écrans petits que tu pourrais mettre partout. Moi, je fais cette promotion-là depuis quand même très longtemps, où je vais chez les gens, j'explique, vous pourriez avoir ça ici à la place, pourquoi vous ne mettez pas... Donc, je parle de ces choses-là. Comme il y a électricité, rentrer les choses, OK, on met une clé USB. Ça, c'est rendu facile, parce qu'avant ça, c'était des ordinateurs qu'on rentrait. Oui, donc, avant, c'était un peu plus lourd. C'était un peu plus lourd, mais il reste quand même, il faut le connecter sur Internet, tout ça. Donc, toutes ces choses-là font en sorte que à toutes les couches, vous réduisez le potentiel de gens intéressés de vivre avec ça. Donc, le concept d'un NFT que les gens mettraient chez eux tout d'un coup, un écran dédié pour cette chose-là,
je vous garantis qu'à l'usage, ça existera à peu près pas. On n'est pas comme dans Back to the Future 2 où tous nos murs sont en télévision, où les gens font ça. C'est un futur qui a été inventé il y a longtemps, mais ce n'est pas tout à fait ça qui se vit. Peut-être que les technologies en arriveront, que ça sera plus facile, puis peut-être que des générations plus jeunes vivront autrement et auront envie de ça. C'est à voir. J'ai tendance à penser que si ça arrive, c'est parce que ce sera des nouveaux collectionneurs. Donc, tous les collectionneurs qui, eux, vivent dans, on pourrait dire, le metaverse, mais même s'ils sont dans le metaverse, ils restent quand même qu'ils sont assis sur une chaise. Donc, et ils vivent quand même dans un environnement, puis ils vont quand même manger, puis ils vont quand même dormir. Donc, peut-être qu'ils mettront des écrans. Donc, c'est une nouvelle forme de collectionneurs qui peut-être, et je dis bien peut-être, feront ça. Il y en a combien qui vont embarquer? Je ne le sais pas. Ce qui me fait penser qu'essentiellement, l'art crypto, le NFT, restera une espèce de mode de collection, comme, par exemple, de collectionneurs qui ont envie de les avoir, donc qui les possèdent, qui les regardent de temps en temps. Et c'est là que moi, personnellement, il y a comme une espèce de doute sur la longévité de la chose, au niveau du potentiel d'avoir autant d'artistes qui font ça. Je ne le sais pas. C'est parce que dans la réalité des choses, si les gens, leur motivation est de l'ordre de l'investissement, d'accord. Peu importe, c'est pas grave. Il y en a qui collectionnent des cartes de hockey, puis ils en ont plein, puis ils sont dans le sous-sol chez eux, puis ils ne regardent pas. C'est pas grave. Il y a certains collectionneurs sur la planète qui ont beaucoup plus d'œuvres, et il y en a à Montréal, que qu'est-ce qu'ils sont capables de mettre sur leur mur. Donc ça, c'est des collectionneurs, ou le mot collectionneur, à mon avis, est le vrai mot, parce que certains gens sont collectionneurs, mais bon, c'est l'acte d'avoir plusieurs œuvres, mais un collectionneur, c'est quelqu'un qui dépasse cette étape-là de vraiment avoir envie de voir les œuvres. Donc, je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont dans ça. Et je pense que c'est quand même un état mental de dire, j'achète quelque chose et je décide que je ne vivrai pas avec. Je vais l'avoir dans un portefeuille. Donc, soit qu'il y a une nouvelle génération d'humains, plus jeunes, qui n'ont pas envie tout le temps de regarder les œuvres. Ce n'est pas nécessairement pour eux, parce qu'ils vivent dans un monde où sont tout le temps dans les images et une fois de temps en temps, ils ont envie de les insérer dans leur mode. Ou soit qu'il va y avoir des collectionneurs qui décident de leur rentrer dans le monde réel avec des écrans et des choses comme ça. Donc, moi, je pense que de ces deux choses-là, je vois des limites à long terme. Si on n'inclut pas, mais si on inclut l'idée investissement, ben j'en vois pas de limite. Parce qu'après tout, les gens investissent à la bourse puis ils ne regardent jamais leur relevé. Là. Fait que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Puis savoir que telle affaire vaut telle affaire, ben, tu n'es pas obligé de le voir. Là. Personne n'a des bonds de Bell Canada des années 90 imprimés sur leur mur. Là. Mais il fut un temps où les gens commandaient leur action, puis ils les avaient, puis ils mettaient ça dans le coffret de sûreté. Ça n'existe plus depuis très longtemps. Donc, je ne le sais pas. C'est possible. Moi, je pense que ça fait partie des grandes questions, des grands futurs du NFT. C'est la relation physique à l'œuvre. Et mentionnons une petite chose, il reste quand même que là, on parle d'écran. Je pense qu'il y a une partie des NFT puis tu as mentionné le 3D, mais il y a toutes ces choses-là que, à mon avis, c'est limitatif. Et c'est là que, d'un point de vue, et là, c'est peut-être moi le galeriste qui parle, mais bon, l'ancien artiste et le commissaire qui parle, il reste quand même que je trouve que c'est très limitatif parce que quand on parle d'avant-garde, dans l'idée d'avant-garde, il y a l'idée d'avoir des questions sur le médium même des œuvres. C'est quoi la nouveauté de la chose? Et dans les NFT, si on va sur un écran, il n'y a pas de nouveauté là. Je veux dire, ça fait longtemps. C'est ça. Moi, c'est bon, j'ai envie, je suis content. Enfin, il va y avoir un débat. Allons-y. Vas-y, Samuel. On parle de NFT comme des investissements, mais on oublie qu'il y a des chefs-d'œuvre, il y a des choses nouvelles à gauche, à droite, à chaque semaine. C'est justement ces phénomènes-là qui sont vraiment intéressants, qui font qu'il y a une conversation. C'est pas juste on achète des images de petits minous puis de fleurs 1 million de fois puis on fait de l'argent avec. Là. Il y a tout le temps des choses, il y a des carrières d'artistes qui ne seraient jamais arrivées à cause des NFT, qui sont au Brésil ou qui soient dans n'importe quel pays qui n'auraient pas eu accès à ça. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une transformation totale du pouvoir entre les galeries et les artistes. On parle d'un monde où est-ce qu'avant, les galeries prenaient 50 %, tout d'un coup, la plateforme prend 1 %, 15 %, quelque chose comme ça. Donc, il y a complètement une libération, puis c'est justement ces phénomènes nouveaux-là qui amènent une passion, un feu dans tout ce monde-là qui en joue. On dirait qu'on n'en a pas parlé des chefs-d'œuvre. En fait, je suis très content que tu en parles parce qu'effectivement, ça, on revient sur tout le débat tout à l'heure, Bénédicte mentionnait, c'est au niveau de tout le curatorial lié au monde des NFT.
C'est-à-dire, et tout, on va dire, le discours, l'historicisation, le discours critique, donc de placer dans l'évolution de l'esthétique le NFT. Et toute cette chose-là embrouille ou est cachée derrière les différentes valeurs, parce qu'il y a valeur monétaire versus valeur esthétique. Et c'est ce discours-là qui, à mon avis, sera le plus intéressant et qui probablement est la raison pour laquelle il n'y a pas tant de galeries qui embarquent tant que ça, parce qu'une des bases normales de la plupart des galeries, c'est d'embarquer quand l'histoire de l'art a commencé à se faire autour de ces artistes-là et que le moteur habituel d'une galerie, c'est d'embarquer quand un artiste a une nouveauté, a quelque chose à proposer de nouveau, qui, le monde muséal aura envie de le collectionner, aura envie de l'avoir et aura envie de historiciser ce monde-là. Et ça, c'est ce qui est en train de se faire et ce qui est en train de s'écrire, de ce qui est en train de se créer, ce qui est en train de... En fait, les commissaires vont commencer à exister, vont commencer à faire les expos, vont commencer à faire les choses. Les musées vont commencer à en acheter. C'est toute cette chose-là qui, pour le moment, et assurément, je pense que toi, tu fais partie des gens qui le font, qui historicisent la chose, tu le curates, tu fais les choses. Fait que toi, tu fais partie de ça, mais il n'y a pas assez de bruit autour de gens comme toi, je pense. Non, pour le moment, ces voix-là, pour l'instant, ne portent pas encore assez. C'est vrai que dans l'écologie des NFT actuels, la voix, le porte-voix critique, mais qui peut être une critique bienveillante, qui n'est pas une critique forcément vilaine, mais ce porte-voix-là est assez peu audible. Il est peut-être présent, mais il n'est pas audible. L'expertise sur la qualité des œuvres n'est pas là. C'est sûr que des gens avec mon profil comme moi, je dois me former à cette esthétique-là aussi, qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle que j'ai apprise. Donc c'est tout un travail de formation aussi, qui demande un peu de temps. Mais c'est clair que pour l'instant, je pense que l'angle mort, c'est justement cette voie de décryptage critique, de mise en perspective, sans être toujours obligé de rattacher ces nouveautés dans une perspective ancienne, de dire ah oui, ben, il y a eu ça avant, etc. Mais d'avoir quand même de l'expertise qui permette de trier. Je veux dire, la quantité de choses en ligne, elle est compliquée. Avant de trouver la pépite, hey, c'est le Klondike, c'est long. Mais la pépite est tellement récompensante là, quand tu as Ah oui, mais c'est long, c'est très très long. Ce qui m'amène à une question qui est celle... C'est long à chercher, donc on est sur Internet, donc on consomme de l'énergie, de l'électricité. Et cette question environnementale, elle colle aussi au basque des NFT. Je voulais quand même qu'on l'aborde. Vous, je sais, vous êtes attentif, Alicia, Samuel, à cette question environnementale, puisque la chaîne de blocs, pour certaines monnaies notamment, que ce soit le Bitcoin, mais surtout le Bitcoin, est très énergivore, nécessite donc par le monde entier d'avoir des gens qui minent, des mineurs. Et donc tout ça consomme de l'argent. Et évidemment, il y a beaucoup de chiffres. Là aussi, on est encore dans des chiffres. Le Bitcoin consomme beaucoup d'argent. L'Ethereum, quand même pas mal. Et puis maintenant, il y a de nouvelles monnaies, Samuel me le faisait remarquer, qui consomment de moins en moins. Mais c'est aussi du stockage de données, c'est aussi de l'encryptage qui consomme beaucoup d'énergie et qui constitue une zone grise pour justement cette partie de la production NFT, mais aussi la consultation. Je veux dire, se perdre sur les sites Super Rare, Nifty Gateway, etc., etc. Quand on n'est pas initié, quand on n'est pas digital native, hey, ça consomme aussi beaucoup de données. Donc, comment vous composez avec ça sans tomber dans un greenwashing de se dire, je vais compenser avec 4 cèdres et 2 pins de Douglas. Donc, pas juste ce type de compensation. Il y a la chaîne la plus populaire où est-ce que les NFT ont vraiment commencé, c'est Ethereum. Donc, Ethereum a un problème, on pourrait dire, énergivore, qu'il y a plusieurs arguments pour et contre. Puis, ça va se régler quand ils vont passer à ce qu'on appelle Proof of Stakes, donc Ethereum 2.0, qui était supposé d'être d'ici la fin de l'année, mais ça a été reporté à peu près une autre année. Donc, c'est pas nécessairement comme si un artiste utilise ou n'utilise pas Ethereum, ça va consommer de l'énergie en tant que tel. Personnellement, j'ai décidé de faire toute ma collection puis ma création sur la chaîne
on pourrait dire, je ne sais pas c'est quoi le bon mot en français, mais comme underdog, qui est Tezos, qui vaut beaucoup moins cher, qui est moins populaire avec les investisseurs. Donc, il y a beaucoup moins d'argent à faire, mais il y a pas, c'est déjà sur Proof of Stakes, donc il n'y a pas cette question environnementale-là. Puis quand Ethereum 2.0 va arriver, je vais commencer à créer des pièces de plus grande importance, puis c'est plus cher, là, fait que je ne collectionnerai pas nécessairement plus, mais peut-être 1 ou 2 achats ou quelque chose comme ça. Félicia? Pour ma part, évidemment, j'avoue que c'est un débat qui est énergivore, mais mentalement. Parce que je pense qu'on n'a pas parlé de ça encore, ou peu, mais il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui épuise énormément les artistes. En fait, le sujet de l'écologie et des ressources, en fait, qui sont exploités par justement le blockchain, etc. Parce que beaucoup d'artistes, évidemment, sont engagés pour la planète, etc. Donc, c'est très difficile de se sentir en contradiction, en fait, avec ses valeurs personnelles, mais aussi ses désirs et ses envies, en fait, en tant que créateur de n'importe quel contenu, qu'il soit artistique ou digital, whatever. Et oui, quand on regarde Netflix, c'est tout aussi problématique. Hein? Non, c'est clair. C'est ça. Et en fait, il y a quelque chose qui, moi, au-delà de, évidemment, voilà, on a nos solutions possibles pour pallier à ces problèmes-là, qui sont évidemment, attendre l'arrivée de Ethereum 2.0 ou basculer vers des chaînes différentes, donc comme Tezos ou Solana. Donc, toutes ces nouvelles chaînes qui, elles, sont conscientes, en fait, de ces problèmes-là et qui essaient de pallier à une attente, en fait, indéfinie de Ethereum qui se rallonge parce que j'imagine que c'est énormément de travail. Donc, je me mets à la place des gens qui sont en train de construire cette technologie-là et qui ont la pression d'une communauté entière, mais cette pression se déverse aussi, en particulier sur les artistes parce que en fait, peu importe qui on n'a pas d'autres interlocuteurs. C'est ça. En fait, il s'avère que c'est souvent les artistes, les collecteurs qui sont au centre même en fait de ces débats-là, parce que ce sont les gens qui vont en faire la promotion entre guillemets, ou en tout cas en diffuser l'information. Et en fait, il s'avère que les critiques vont être dirigées face à ces personnes-là, mais comme l'a souligné Samuel, c'est que peu importe que nous soyons là ou non, évidemment, nous, on contribue à ça. Donc, il y a un problème de conscience qui se pose ici, mais que l'on soit là ou non, l'action, en fait, du minage et l'action de juste tenir cette technologie en vie est énergivore, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez peu compris ou encore pas assez peut-être par les gens qui découvrent en fait ce qu'est un NFT, la blockchain, etc. Et en sachant ça, c'est là que aussi chacun doit faire ses propres décisions, donc soit basculer évidemment vers d'autres chaînes ou trouver peut-être des choses à modifier dans la fréquence à laquelle on va utiliser en fait ces technologies-là. Donc, quand on parle de minter des œuvres, par exemple, donc de publier ces œuvres dans la blockchain, est-ce que finalement on va le faire tous les jours ou est-ce qu'on va le faire peut-être une fois tous les 2 mois ou voilà, quel est notre rapport de consommation à cette technologie-là? Parce que je pense qu'il y a un équilibre à trouver, en fait. C'est comme dans tout. Et je pense que c'est aussi bénéfique mentalement pour les artistes parce que c'est juste énormément de pression, en fait. Et toute cette pression et ce stress, ça va créer des traumatismes, en fait. Ça renforce l'éco-anxiété. Ça renforce l'éco-anxiété ambiante. Absolument. Exactement. Oui. L'éco-anxiété autour de l'art est un problème qui existe depuis très longtemps parce que si vous avez juste une galerie, la galerie Loin Division a 10 000 pieds carrés. C'est chauffé à l'année. Il y a des lumières tout le temps. Pour le nombre de total de pieds carrés qui est utilisé, parce qu'on est tous d'accord qu'une œuvre est plus belle dans un espace blanc, vide. Donc désolé, mais c'est la réalité. En passant, quand je parle à mes artistes de faire des NFT, des choses, oui, mais est-ce qu'on va pouvoir créer aussi l'espace 3D dans lequel je vais pouvoir mettre mon NFT? Bon, voilà. Exactement.
Samuel est là. Exactement. Voilà, exactement. Donc, mais toujours est-il que je pense que juste donner un exemple, bon, pas là, je viens de recommencer, là, mais dans les dernières années, je fais 5, 6, 7 foires par année un peu partout. Donc, mon carbon print est dégueulasse. Donc, je voyage à travers le monde. Ensuite de ça, on voyage des œuvres qui font aller-retour dans des caisses qui ne sont pas vraiment efficaces. C'est beaucoup moins efficace qu'un UPS, même si c'est niaiseux, là. Donc, parce que c'est des crates, donc, tout ça fait en sorte que cette éco-anxiété-là, il ne faut pas trop y penser. En plus, je ne parle pas des artistes. Les artistes vivent dans des lieux qui, eux aussi, c'est un studio. Donc, un studio, c'est de l'espace en pieds carrés, c'est des outils, c'est de l'entreposage. Ils ont fait des œuvres. Tu sais, quand tu es rendu un artiste qui a 40, 50, 60 ans, tu as un gros pourcentage de tes œuvres qui existent encore, qui sont là. Tu ne veux pas les détruire, tu les gardes, tu paies de l'entreposage, il y a de l'espace, il y a du chauffage, il y a tout ça. Donc, le carbon print d'un artiste versus monsieur, madame, tout le monde est déjà là assez culpabilisant. Donc, moi, je ne veux pas me prononcer sur la culpabilité du NFT. Je suis très content qu'il semble avoir... Je n'incriminais personne. Non, c'est ça, mais en fait, je trouve que cette chose-là... c'est normal, puis c'est tout le monde du web et tout ça. C'est qu'effectivement, il y a cette ambiguïté, comme c'est dématérialisé. Ouais. On a tendance à oublier que, comme toute chose tangible, matérielle, il y a une empreinte, une trace, et que c'est pas parce qu'on va regarder une série sur Netflix qu'il n'y a pas de poids. C'est un poids équivalent à prendre sa voiture pour aller au cinéma, etc., etc. En empilant tout le prix de la voiture, etc., l'empreinte carbone. Donc, effectivement, mais comme l'argent, comme les valeurs surnuméraires qui sont médiatisées, ces questions-là, je voulais quand même aborder les choses pour qu'on puisse clarifier, parce que effectivement, ça fait partie des 2 écrans qui viennent teinter les NFT d'une certaine couleur, dans une certaine direction. Et je pense que c'était important aussi devant un public, parce que souvent on parle des NFT sur le web de manière dématérialisée. Donc là, on est avec des vrais gens et on est content après la pandémie de retrouver des vrais gens à qui je vais d'ailleurs passer la parole dans un instant. Mais je crois que c'était quand même important aussi de reposer un peu les priorités justement sur ces sujets-là. Alors, est-ce qu'il y a dans la salle des questions? Est-ce qu'il y a en ligne des questions? OK, ça fonctionne. On a eu une question en ligne de la part d'Alexandre qui demande « Pensez-vous que cette technologie pourrait avoir une influence sur la démocratisation de l'inclusion des droits de suite dans les contrats d'artistes pour les ventes physiques? » Ben, c'est sûr que, alors, si je peux prendre la parole, en tout cas en revente, lorsque l'on mint une œuvre, donc lorsque l'on la fait encrypter pour la certifier, blablabla, on peut, les artistes déterminent le pourcentage qu'ils toucheront lors de revente, et ça peut être pour 5 ans, pour 10 ans ou ad vitam aeternam. Donc ça fait partie en fait de l'encryptage. Ce qui n'était pas le cas. Hein. Alors après, pour les droits de suite en salle de vente, je pense qu'il y a des pourcentages, mais qui ne sont pas toujours très très élevés ou maigres. C'est des choses européennes, il n'a même pas ici. Hein. Ok, d'accord. Pardon, j'ai pensé que c'était généralisé. Donc effectivement, c'est un très grand gain. Cette tokenisation permet aux artistes de pouvoir être rétribués. Mettons justement que une de leurs œuvres s'enflamme dans les salles des ventes et concurrence Beeple Crap, et ben là, dans un monde normal de salle de vente, ben, l'artiste il est content, ça fait monter sa cote, mais that's it. Alors que effectivement, dès l'encryptage, on va l'appeler comme ça, le mintage, vous pouvez déterminer que ce sera 10, 15, 20, 30 que vous toucherez, pourcentage que vous toucherez. Donc voilà, Alexandre, peut-être tu veux rajouter quelque chose, Samuel? Ben, on peut aussi faire nos propres contrats. Donc, je pense qu'il y a justement de la place à venir inclure les galeries dans ces types de contrats-là. Donc, par exemple, si je suis une galerie, puis dans 3 ans, je ne suis plus avec une galerie, je ne voudrais plus leur donner une cote. Non, c'est sûr. Personnellement, ou c'est comme ça dans les contrats en ce moment. Donc, ça, c'est pas dans les contrats d'habitude. En ce moment, c'est tu vas avoir ton 25 % ou ton 10 ou ton 7 % ou quoi que ce soit, puis ça finit là, ou tu décides qu'un artiste était un collaborateur et tu décides 7 % pour les reventes. Mais avec les galeries, justement, je pense qu'il y a un peu de recherche et développement pour faire des contrats qui fonctionnent avec nous. Puis, en parlant de contrats, bien, on peut aussi faire des pièces d'art qui vont réagir
vont avoir des contrats qui réagissent de manière intéressante. Par exemple, un vidéo qui va recommencer à chaque fois qui change d'appartenance ou qui va même s'autodétruire après un certain nombre de mois s'il ne change pas d'appartenance. Puis il y a des milliers d'autres exemples. Mais je pense que quand on parle de les NFT, c'est un médium qui peut utiliser d'une manière unique. Les contrats, c'est un des avantages qu'il faut qu'on pense au Québec, de faire qu'une galerie pense, OK, y aurait-il un contrat qui marcherait pour nous ou je vais peut-être donner de l'argent à un artiste pour qu'il développe un contrat qui va pousser sa pièce d'art plus loin. Merci beaucoup. Laurence, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait eu une autre question en ligne sur l'aspect écologique, mais ça, je pense qu'on l'a amplement traité. Donc, dans la salle, juste attendre que j'apporte le micro Oui, pour les on vous questions. apporte le micro, monsieur. Puis, pour la captation, je m'en viens, ce sera pas long. Allô? Donc, d'abord, merci, Papier, pour amener ce sujet. Je trouve que c'est important de simplement donner la parole à une nouvelle technologie, à des nouvelles communautés. Je voudrais, on l'a un peu touché d'ici et là, je voudrais simplement peut-être mentionner, vous savez, quand on fait un business plan ou on regarde quelles sont les menaces, quelles sont les opportunités. Je trouve que c'est intéressant d'analyser ici d'un point de vue artiste ou galeriste, par exemple, en menace, on a peut-être mentionné le côté esthétique de rattacher l'image d'un artiste à ces communautés. Peut-être au niveau, on vient de mentionner une opportunité pour les royautés. Donc, je voudrais peut-être, sans trop s'étendre, pour laisser la parole à d'autres personnes à poser des questions, mais quelles seraient les menaces et les opportunités que vous voyez par rapport à cette nouvelle technologie? Ben, beaucoup des nouveaux phénomènes, c'est probablement des artistes qui sont des codeurs, qui vont faire justement des choses avec les contrats, qui vont faire des choses génératives, qui vont faire de l'art que c'est toi qui a un effet sur l'art ou que l'art va changer, mettons, à minuit. De minuit à 1h du matin, elle va changer d'apparence ou quoi que ce soit. Et ça, c'est menace ou c'est bien fait? C'est une opportunité, c'est un nouveau champ, c'est des nouveaux phénomènes. Menace, c'est sûr que c'est probablement peut-être le monde traditionnel qui ne comprend pas, ou l'idée de, bon, mais là, je veux acheter cette pièce-là, il faut que j'aie un portefeuille crypto, il faut que je connecte mon argent, que j'achète du Ethereum, que j'achète du Tezos. C'est quoi toutes ces nouvelles choses? La menace, tu ne penses pas aussi que ça peut venir de tous les faux? En ce moment, il y a beaucoup de faux banquiers, de faux artistes qui se font passer pour... Pas vraiment. Et qui, du coup, flouent les acheteurs? Non, parce que si, mettons, je vais acheter de Maldiva, je vais voir sur son Twitter, elle dit « Voici le lien de mes choses ». S'il y a des faux... Peut-être les personnes n'ont pas été prudentes, mais n'empêche que pour l'instant, en ce moment, il y a une grosse faille quand même. Ouais, par exemple, dès que c'est détecté, tu fais juste reporter puis c'est réglé en 24 heures. Historiquement, c'est à ça que sert une galerie. Ben, c'est tellement officiel, les NFT, que oui, tu peux acheter d'un coup. Puis, en fait, c'est pas comme si les galeries se sont jamais fait avoir puis ont jamais vendu des faux. Touché, tata. Non, mais en fait, tout à fait raison. Mais en fait, je pense que c'est l'idée du faux, l'idée de quelle plateforme utiliser, comment se diriger là-dedans, dire toutes ces choses-là font en sorte que dans n'importe quel dossier financier, santé, de rénovation, il y a des experts, il y a des expertises. Il y a des gens qui vont devenir, vous voulez faire une maison, vous demandez un architecte et un ingénieur. Vous voulez investir, vous allez voir un conseiller financier, un actuaire. Donc, ce même type de choses-là, théoriquement, va développer des consultants qui, de façon générale, souvent, c'est des galeries. Dans ça, il y a des mauvais et des bons consultants, il y a tout ça. Fait que théoriquement, là, en ce moment, comme on est dans un Far West, bien, en fait, les gens s'informent par eux-mêmes à travers les plus intelligents et les plus motivés. Ils vont aller dans des chat rooms, vont aller dans des choses comme ça, puis ils vont regarder. Ils vont croiser les sources, Ils vont croiser les sources, c'est ça. Mais il reste que je pense que nécessairement, ce type de choses-là, je reviens d'une foire à Dallas. Si vous saviez le nombre de gens qui m'ont donné des cartes d'affaires disant
Je connais ça, si tu as besoin d'aide, voilà ma carte. Ça fait que et je peux vous garantir qu'il y en a plein et ça me fait beaucoup rire. Et puis à toutes les fois, une autre chose que je dirais qui est c'est drôle, c'est jamais des artistes. C'est toujours quelqu'un qui vient du .com, c'est toujours quelqu'un qui vient du monde des startups, qui sent l'opportunité d'affaires, qui voit la chose, qui vient pas du monde de l'art, qui veut être inséré dans le monde de l'art, tout comme des fois on retrouve des gens qui sont collectionneurs et qui décident par eux-mêmes après d'ouvrir leur propre galerie. C'est ce type de choses-là qu'on a vu dans le monde de l'art longtemps, beaucoup. Puis après ça, avec l'expertise, avec le temps, on voit c'est qui finalement était bon ou pas bon. Mais je pense que dans le monde du crypto, là, il y a une vague de gens qui s'en vont là-dessus. Moi, j'ai des collectionneurs qui se disent maintenant experts en crypto, passant jamais au Québec, toujours aux États-Unis. Mais il y a de ça aussi. Je pense que la réalité, là, à savoir c'est-tu bon, pas bon, qu'est-ce que je vais, c'est du vrai, du faux, quel currency, tout ça, là, ça joue. Puis il y a du charlatanisme et peut-être de la bonne volonté des fois, là, quand même, là, mais que des gens vont dans ça. Là. Fait que ça, je pense, c'est une des choses difficiles avec le NFT. Là. J'ai tendance à plus croire lui à date. Oui, je voulais juste rajouter une chose, vu qu'on parlait d'opportunités, de menaces. Je reviens un petit peu sur ces sujets-là, mais je pense que les opportunités, on peut les dépeindre facilement, notamment au niveau de la démocratisation de l'art, l'accessibilité. Et tout ce que ça apporte aux artistes, en fait, hein, justement, pour pouvoir faire diffuser leur travail. Après, sur les menaces, moi, de ce que je vois au quotidien, dans ce qui est mon travail maintenant, je pense qu'il faut toujours essayer de bien s'informer et de prendre le temps de s'informer parce que les menaces de sécurité, en fait, sont assez importantes dans ce qui est du metaverse, de l'Internet, peu importe. Plus le temps avance, plus les technologies et les agents malveillants sont habiles. Et en fait... les NFT puis la crypto, c'est vraiment une bonne cible pour ce genre d'action-là. Donc, c'est très important que les gens qui souhaitent s'investir là-dedans ou qui ont un intérêt pour ce type de technologie prennent le temps également de voir ce qui se fait en matière de sécurité, comment sécuriser son portefeuille d'œuvres, mais aussi son portefeuille tout court, en fait, hein, son argent, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup trop souvent tous les jours, des gens qui se font hacker leur portefeuille, qui perdent leur investissement, leur argent, mais également des artistes, en fait, qui perdent accès à leur portefeuille qui leur permet d'encrypter leurs œuvres. Et en fait, quand ça arrive, c'est absolument dévastateur parce que ça veut dire que les personnes qui ont acheté les œuvres via ce certificat-là, donc notre adresse, n'ont plus cette certification parce que cette adresse-là est dans les mains de quelqu'un d'autre. Et ça m'amène justement à la deuxième menace qui pour moi est très importante. Je sais que c'est mon champ d'action, donc je pousse toujours ça un petit peu, mais c'est la menace psychologique des NFT et de la crypto en général. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que c'est quelque chose qui demande énormément d'investissement et qui, pour les artistes, peut être très dommageable en termes d'image de soi-même, d'attente aussi, parce qu'en fait, quand on voit des chiffres comme ça, toutes ces ventes, etc., ça crée en fait automatiquement des attentes qui sont subconscientes, là, mais on n'y peut rien, mais c'est la vérité. Et en fait, être dans un climat de comparaison, dans un climat d'envie, en fait, ça peut être très très néfaste et il y a beaucoup de gens en fait qui retombent en dépression à cause de ça et je pense que c'est important de le mentionner parce que la santé mentale c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère et déjà que de base les artistes avaient déjà du mal dans l'art traditionnel avant, on le sait tous. Je pense que voilà, c'est quelque chose, mais même pas que pour les artistes, hein, pour les gens qui investissent aussi, parce que je pense qu'en fait on se laisse emporter dans un flux de... Il y a une frénésie, il y a effectivement une très grosse pression. Ouais, c'est ça.
et effectivement qui conduit parfois à ne pas vérifier ses sources, entre guillemets, parce que il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas dit, mais sur beaucoup de ces plateformes, il y a un temps de vente. C'est 1 semaine ou parfois juste 2 jours, ou souvent, ou très long, mais souvent, ce qui peut accélérer la désirabilité et les chiffres très hauts, c'est que c'est court. Et donc, ça, du coup, ça peut pousser à ne pas être très vigilant sur effectivement la traçabilité des choses et cette accélération. Je veux dire, normalement, en marché traditionnel, on a un peu le temps d'y penser. C'est sûr qu'il y a certains artistes où on n'a même pas le temps d'y penser. Il faut s'inscrire sur une liste parce qu'il y a de la demande. Mais souvent, on a quand même le temps un peu de refroidir. Et en fait, je crois que c'est ce qui manque en ce moment, c'est cette espèce de temps de refroidissement, de refroidir sa tête et ses envies et son envie de cliquer. Cette accélération-là a commencé vraiment avec tout ce qui est le lien direct qu'a amené Instagram sur les artistes qui se mettent sur Instagram, ce qui fait que même les artistes traditionnels qui se mettent sur... traditionnels, ça n'a pas de sens de dire ce mot-là, là, mais les artistes non NFT, il reste que les collectionneurs les contactent directement. Donc, ce qui fait en sorte, c'est que absolument, les artistes étaient, entre guillemets, protégés ou étaient à distance des collectionneurs, puis ils n'avaient pas nécessairement l'information complète. Cette information-là complète peut paraître, disons, difficile à comprendre. Bien là, pourquoi on n'a pas accès, tout ça. Mais en fait, c'est que souvent, les artistes n'ont pas envie de se faire dire des choses, n'ont pas envie de se faire avoir une opinion ou se faire redire « Ah, je veux exactement celui-ci, je veux pas exactement celui-là. Ah, celui-là, lui, s'il était bon, les autres, j'aime moins. » C'est le type de choses que la sensibilité d'un artiste, c'est normal, puis il y a une créativité, il y a quelque chose comme ça. Puis en général, un marchand, entre les deux, il y a une part de psychologie, il y a une part de, d'accueil, il y a une part d'histoire de l'art, il y a une part de marchand aussi. Là, mais tout ça, il y a quand même le lien avec l'artiste, c'est super important. Fait qu'on joue finalement le lien entre le public et finalement... Ce filtre au bon sens du terme. Exactement, c'est un bon filtre. Puis il y a beaucoup d'artistes qui, en fait, je le vois, c'est des artistes plus jeunes qui finissent un tableau, le mettent sur Internet, automatiquement voient c'est quoi la réaction. Ah oui, je le sais. Puis après ça, les galeries, on reçoit le courriel, on dit ben, il y a tel artiste. Puis là, l'artiste va déjà décider à l'avance, ben, vends-le à telle personne ou quelque chose. Jusqu'à un certain point, on ne se le cachera pas. C'est comme si on existe, on n'est plus vraiment nécessaire. On est un sens de validation en tant que galerie en voulant dire... Bon, c'est un comptoir. Ben voilà, puis on valide, on va l'espérer dans le meilleur du sens, c'est-à-dire la qualité du travail, en voulant dire, pour donner... Mais il reste quand même qu'il y a une partie du travail qui est fait en ligne entre le collectionneur et l'artiste directement. Et ça peut créer... Et moi, je le vois, les artistes plus jeunes sont beaucoup plus anxieux qu'avant. Ils ont une surconscience de leur image. Peut-être c'est généralisé. Ils ont une surconscience à savoir est-ce qu'ils sont importants, pas importants, ça va bien, ça va pas bien, tout ça. Like, pas like. Like, pas like, tout ça. Tout ça, c'est clair et ça a un effet sur le travail. Ça a clairement un effet sur le travail. Avant ça, on aurait dit qu'un galeriste, il pousse toujours à faire la même chose ou tout ça. Mais cette chose, maintenant, c'est plus besoin de ça. Là. Même le marchand qui voudrait faire ça, maintenant, ça va directement. C'est les collectionneurs qui le disent direct. Donc, ça va directement. Fait que c'est directement senti par le créateur sur le champ parce qu'il y a plus de likes, moins de likes. Et dans ça, il faut qu'il fasse le tri. OK, est-ce que ça, c'est mes amis artistes? Est-ce que ça, c'est mes collectionneurs? Est-ce que ça, c'est le monde de l'art? Il regarde, OK, tel curator de telle place a liké mon affaire, excellent. Là, il me rappelle, c'est bien franchement, on parle de maladies mentales, d'anxiété, de tout ça, c'est carrément ça. Fait que jusqu'à un certain point, certains artistes qui décident de se mettre sur Instagram, ils se mettent à découvert, puis ça reste à voir. Évidemment, en tant qu'artiste en crypto, bien, en fait... c'est le nerf de la guerre, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Alors, on va vous amener le micro. Oui, bonjour, merci. Juste question, commentaire. D'abord, je voudrais, avant ma question, souligner que je trouve que le NFT en soi a quand même beaucoup d'aspects positifs, surtout par rapport aux codes de revente qui sont très, très, très difficiles à faire dans un marché qu'on appelle traditionnel de peinture. Donc, juste pour ça, en tant qu'artiste moi-même, ça m'apparaît comme étant comme une potentialité, comme
que je peux pas ignorer, tu sais, qui est intéressante au moins pour y réfléchir. Par contre, je voudrais peut-être que vous commentiez sur sur l'aspect comme un peu plus où est-ce que ces NFT-là qui sont des contrats, en fait, c'est pas nécessairement l'œuvre d'art, c'est le contrat souvent qu'on vend, puis l'œuvre d'art est à côté, hébergée à quelque part. Des contrats comme ça ces jetons-là deviennent comme des unités comme de marchandises spéculatives financières. C'est quand même assez comme... C'est comme moi, comme je le perçois, je trouve ça assez extrême. Puis je voulais juste rapidement vous citer une phrase du penseur David Jocelyn qui a écrit un article sur les NFT qui s'appelle le résumé de renversé, qui dit que les artistes d'Ada puis du chant en général ont utilisé la catégorie de l'art à l'époque pour libérer la matérialité d'une forme de marchandable. Puis de l'autre côté, ce que David Jocelyn dit, c'est que les NFT, à l'inverse, déploient la catégorie de l'art pour extraire la propriété privée depuis de l'information qui est comme librement disponible sur Internet, comme un meme, des choses comme ça. Fait que je voulais juste avoir vos commentaires, vos réactions par rapport aux NFT comme quelque chose qui a beaucoup de potentialité au niveau des codes de revente, tout ça, mais qui a aussi qui a un aspect très, très lié, très, très fort au niveau du monde de la finance, de la spéculation financière qui est généralement très agressive, capitaliste et tout ça. Tu veux réagir, Samuel? Moi, je réagis déjà à une première chose, c'est qu'en fait, David Jocelyn, sans prendre les NFT dans leur grand ensemble. Donc, effectivement, si on confond tous les NFT, à savoir crypto-art, art digital, et puis tous les trucs qu'on peut NFTiser, effectivement, là, il convient d'être précis. C'est-à-dire que nous, on parle d'art et pas de dunk ou de gifs de Minou. Et effectivement, je crois que il y a toujours cette espèce de confusion-là aussi qui revient, hein, comme le NFT. C'est une technique et c'est pas la finalité. On NFTise des œuvres d'art. Je crois que il faut néologiser, hein, il n'y en a pas le choix. Donc, on tokenise, c'est comme ça qu'on dit en fait. Effectivement, il y a ça que je voulais préciser avant de passer la parole à Samuel, pardon. Je pense que il y a plusieurs manières de voir c'est quoi un achat d'un NFT. C'est-tu un acte politique, utopique? Je pense que généralement, pour moi, c'est de dire à un artiste, continue de faire ce que tu fais, je t'encourage, puis je t'envoie de l'argent pour que tu puisses pas avoir de travail de 9 à 5 comme moi je fais. Puis c'est ça, c'est juste vraiment un peu d'investir dans la vie de quelqu'un pour changer, pour aider le plus que tu peux à ce qu'ils se libèrent puis qu'ils continuent de faire ce qu'ils font parce que ça a un effet sur notre vie, même si c'est très indirect. Donc, mais oui, ça peut être vraiment vu juste comme un investissement. C'est un peu bizarre, justement, parce que les finances viennent se rentrer là-dedans, les taxes éventuellement, les comptables. Mais je pense que c'est ça. Pour moi, philosophiquement, c'est vraiment d'envoyer comme pas de l'amour, là, mais comme des énergies qui vont aider cette personne-là à à payer leur loyer puis à juste pas avoir de soucis de cette manière-là. Comme beaucoup de collectionneurs le font, hein, d'ailleurs, qui ont une partie dans leur façon de collectionner qui rejoint du mécénat, qui permet d'encourager l'artiste à effectivement pouvoir continuer de travailler sereinement, parce qu'il n'y a pas toujours des résidences, il n'y a pas toujours des bourses, il n'y a pas toujours un luxe de temps créatif, notamment quand on débute. Une petite note, c'est que surtout au début des NFT, quand les Ethereum valaient genre 300-400 $, il y a eu un transfert d'argent incroyable aux artistes. Puis ensuite, il y a beaucoup des artistes qui ont décidé de partager l'argent. Donc souvent, surtout sur la chaîne Tezos, c'est beaucoup les collectionneurs, c'est d'autres artistes. Les meilleurs commissaires, c'est d'autres artistes. Comme je vais voir la page de
de Nicolas Sassoon ou de Gozo, puis je vais voir qu'est-ce qu'eux y aiment. Puis c'est justement, quand on atteint un certain succès, on commence à faire la promotion d'autres artistes pour les aider. Puis c'est souvent ça qui va faire les ventes, c'est que grands artistes vont te retweeter, puis tout d'un coup, ça va dans ces réseaux-là. Puis la bonne personne qui fait le bon retweet, ça passe à des milliers puis des milliers d'autres spectateurs qui voient les œuvres. Mais en fait, c'est les artistes qui font le commissariat d'une certaine manière sur Twitter, puis qui utilisent leur argent puis leur influence pour aider les artistes qui sont en train de monter. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis cet après-midi. Merci Dominique Toutan, merci Alicia Reynaud, merci Samuel Brassard-Arsenault pour cette passionnante conversation autour des NFT. Puis en fait, je crois qu'il faut juste pas s'inquiéter. Les NFT sont pas là pour remplacer la création traditionnelle. C'est juste une nouvelle option, une nouvelle écologie, un nouveau milieu qu'on va devoir apprivoiser et qui vont devoir nous apprivoiser aussi. Et voilà, je trouvais que ça commençait bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.